développement économique et d'internationalisation des entreprises, fait en sorte que ça se passe un peu mieux avec la métropole. Très clairement, dans cette région, l'opposition métropole-région, ce serait une véritable catastrophe. Mais une catastrophe. Je pense qu'un certain nombre d'autres pays d'Europe, un certain nombre d'autres régions profiteraient de mésententes ou de difficultés entre métropole et région. Donc, pour l'exécutif régional, les choses sont très claires. Nous ferons tout pour que les choses se passent au mieux, s'articulent, qu'il n'y ait pas de concurrence, qu'il n'y ait pas de redondance. Mais le fait que le texte n'est pas clarifié, arrêter les choses, pour nous, c'est un véritable handicap. Au même titre que la loi qui affirme les métropoles, on est dans le même registre, on aurait dû faire des choix, on aurait dû poser de manière beaucoup plus claire des répartitions de compétences. Et il y a deux belles occasions manquées avec ces deux textes. L'influence du Sénat. J'ai posé un jour la question à un ministre dont j'étais allemand. Il m'avait dit, tu sais, finalement, à la sortie de cet exercice parlementaire, ma loi, elle a la physionomie d'un pigeon qui a traversé un ventilateur, elle n'a plus une plume de droite. Et je trouvais que l'expression était assez belle et elle disait assez bien les choses. Au fil des amendements, au fil des discussions, souvent tardives, dans la nuit, tout ça s'est un peu délité. Ce texte a perdu son sens, nous le regrettons. Troisième observation, c'est sur le... Pardon, toujours dans ces contraintes. Une observation sur le transfert de la compétence, j'en reviens à la loi NOTRe, le transfert de la compétence économique. Mais c'est extraordinaire ce qui s'est passé. Avec la loi NOTRe, les régions reçoivent deux grosses compétences. Grosso modo, pour 535 millions d'euros pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, la compétence des transports. Ici, dans cette salle, on raisonne encore, au terme des discussions que nous avions sur l'autorité des magistrats de la Chambre régionale, dans le cadre des clercs, pour que tout ça se passe au mieux. Ça s'est très très bien passé. On a déjà fait découvrir aux magistrats de la Chambre régionale l'art de la suspension de séance. C'est-à-dire l'arbitrage dans la pièce voisine qui permet de régler les problèmes politiques qu'on ne peut pas régler pour les magistrats qui étaient en charge d'arrêter. Mais ça s'est bien passé. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait la même chose sur l'économie? L'économie, le transfert des départements en région, l'association des régions de France, je préside la commission des finances de la région, on avait évalué grosso modo entre 800 millions et 1 milliard d'euros les compétences économiques exercées par les départements qui allaient être transférées aux régions. Il y a eu des discussions très vives avec le gouvernement. Finalement, on s'est mis d'accord sur un chiffre de 450 millions. Et dans la loi de finances de 2017, article 149, on dit ce transfert, eh bien, on va donner aux régions 450 millions, 200 millions sur l'année 2016, sur l'année 2017, pardon, et 250 millions sur l'année 2018, à condition que les régions justifient qu'elles ont bien effectué les dépenses. Nous l'avons accepté. Et puis voici que dans la loi de finances, tout ça tombe, on nous maintient ces 200 millions plus ces 250 millions, mais pour les années futures, alors même que ces 450 millions devaient être inclus dans l'assiette qui permettait de calculer la TVA au profit des régions, ils disparaissent. Et nous disons tout simplement que sur des compétences aussi lourdes et aussi importantes que l'économie, comment se fait-il que l'on revienne sur des dispositions inscrites dans la loi? Et comment se fait-il que l'on ne nous apporte pas de réponse sur une question de fond? Ce sont des compétences essentielles pour nos collectivités, mais aussi pour la société française, et il n'y a pas de compensation. Donc c'est le deuxième sujet sur lequel nous sommes inquiets, un problème de cadre légal, et un deuxième problème qui est un problème financier. Troisième observation, celle-là beaucoup plus brève, c'est sur les moyens financiers. Qui dit transfert des compétences économiques, dit obligation pour les régions de se donner les moyens de relever ces compétences. Et je trouve assez cohérent, d'ailleurs, ce que nous demande le gouvernement actuellement. Faites des économies de fonctionnement, on va vous stabiliser la dotation globale de fonctionnement sur l'année 2018, elle ne diminuera plus. Pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, elle a diminué de 52 millions sur l'année 2016, de 54 millions sur l'année 2017. Ça veut dire que sur l'ensemble d'un exercice de mandature, c'est grosso modo 1 milliard d'euros qui nous manqueront sur notre capacité d'autofinancement et sur le financement de nos investissements. Donc le gouvernement arrête de se poser et il contractualise, ce qui est à mon avis une très bonne chose. Moi je préfère le contrat à la menace du fouet.
Mais, très clairement, quand on a cette contrainte, on a l'obligation de faire un travail très très précis sur nos dépenses de fonctionnement. Et sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, l'objectif sur 5 années de mandature, en 2020, c'est d'aboutir à 300 millions d'économies. Nous avons réalisé 130 millions sur la première année. Nous sommes en passe de compte tout assez avancé pour dire qu'on va faire 70 millions d'économies cette année. On sera grosso modo à 200 millions fin 2017. Ça nous permet de faire 100 millions d'économies sur les 3 dernières années. Donc se donner ces moyens-là. La contractualisation plus une politique très très vigoureuse de diminution des dépenses de fonctionnement, ça permet de dégager les moyens d'intervenir sur l'économie. Une observation toutefois, quand on va discuter avec le préfet de région sur ce contrat et sur la diminution des dépenses de fonctionnement, nous aimerions bien que la période de référence, ce soit, si possible, début 2016, que les 130 millions d'économies que nous avons faites au droit de Prusse, et que l'on les prenne bien en compte, que ce soit vraiment sur la durée d'une mandature. Quatrième observation, c'est sur les priorités. Je n'insisterai pas. Quelle est la difficulté pour Auvergne-Rhône-Alpes? C'est une région dans laquelle la diversité de l'activité économique est telle que l'intervention publique a de la peine à fixer une cible précise. Faut-il aller sur les centres? Faut-il aller encore plus sur les sciences du vivant, qui sont une de nos spécialités, une de nos forces? Ou faut-il tenter de monter un certain nombre d'activités sur lesquelles on est peut-être un peu moins présent que la région concurrente, la région parisienne, les Hauts-de-France par exemple, dans le digital? Quel choix devons-nous faire quand on a en face de nous des activités aussi diverses que l'agroalimentaire? On a des marques puissantes ici en Auvergne, un nombre d'appellations contrôlées, de marques protégées, où on est excellent dans le domaine des sciences du vivant, on est excellent dans le domaine de la mécanique, excellent dans le domaine de... Quels sont les choix à faire? C'est un véritable sujet. Et cela, on ne peut pas pour l'instant, on ne peut pas y répondre aujourd'hui. C'est sans doute dans 1 an ou dans 2 ans, quand nous aurons vu fonctionner l'agence de développement économique que nous mettons en place, qu'on pourra dire quels sont nos choix. En l'état actuel des choses, c'est un peu compliqué. Ça va me permettre de passer au point numéro 5. Quels sont les outils dont nous nous sommes dotés pour exercer cette compétence économique? Le premier outil, c'est le schéma régional de développement. Il fixe quelques grands axes. Je le redis, il a de la peine à fixer des priorités précises. Et les grands axes, c'est le renforcement de la compétitivité de nos entreprises, c'est le souhait de faire de Auvergne-Rhône-Alpes un champion européen sur ces domaines d'excellence. Ces domaines d'excellence, c'est l'industrie du futur et la production industrielle, c'est le bâtiment et les travaux publics. On est une des régions les plus dynamiques en matière de construction de logements, et dans le Genevois et dans le Grand Lyon. C'est le numérique, c'est la santé, c'est l'agriculture, l'énergie, parce que nous sommes les premières régions européennes à produire de l'énergie décarbonée, du fait de l'histoire de l'hydroélectricité dans notre région, donc de l'histoire du nucléaire. C'est la mobilité, et c'est évidemment le tourisme sur les sports de montagne. Un SR2I qui fixe des grands axes, et qui, demain, nous permettra de décliner des domaines très précis sur lesquels il faut des interventions de fonds publics plus significatives. Et puis, la deuxième chose que nous avons faite, c'est de créer une agence de développement économique. Elle a une particularité, c'est que ça ne sera pas un service de la région, c'est une association. Elle est co-présidée par le président Laurent Wauquiez et par Jean-Dominique Sénard, le président Michelin. Nous avons eu ça quelque chose de très très souple. Et nous lui avons fixé une mission toute simple, s'apparenter aux outils que connaissent les lenders allemands. C'est un outil très souple qui puisse nous permettre de mettre à disposition de tous les acteurs économiques d'Auvergne-Rhône-Alpes, qu'ils soient gros ou petits, ça peut être un artisan, c'est une entreprise individuelle, un interlocuteur, il y aura 130 agents qui travailleront dans cette agence, un interlocuteur qui permet de mieux connaître les politiques publiques en matière économique, et qui permettent surtout un accès très très simple à ces dispositifs publics. Elle a été créée le 1er septembre, elle est en train de se mettre en place. 6e observation très très brève, c'est que ces politiques, elles n'ont de sens que si on pose des indicateurs. C'est quelque chose qui nous frappe. Je crois que, magistrat expert en la matière,
peut-on juger nos politiques publiques en l'état actuel de la constitution de nos indicateurs, tout en gouvernement économique? Toujours facile pour le politique de dire écoutez, finalement, cette politique, elle marche bien. Donc ça, c'est intuitif, c'est un peu au doigt mouillé. Et nous avons mis en place en gouvernement un dispositif qui va nous permettre de poser des indicateurs dans tous les domaines d'intervention. Je le dis parce que nous avons un directeur général adjoint, on a 5 directeurs généraux adjoints, on est passé de 24 à 5, et parmi ces 5 directeurs généraux adjoints, on en a demandé à l'un d'eux de mettre en place des indicateurs de performance dans toutes les politiques publiques, donc particulièrement dans les politiques économiques. Et qui dit indicateur, meilleure capacité d'évaluation. Nous, on met en place, avec le Conseil économique et social, un dispositif d'évaluation qui va nous permettre de mieux comprendre l'efficacité de la dépense. Dernier point, cela a été dit tout à l'heure, je le redis un peu, mais l'opposition région-métropole est calamiteuse, plus ici qu'ailleurs, parce qu'on est une des métropoles les plus importantes de France. Quel est l'enjeu? L'enjeu, il est très politique. Moi, quand je regarde la carte électorale de cette région et quand je regarde les résultats des élections, je m'aperçois qu'il y a un sentiment d'abandon et de décrochage de certains territoires qui sont parfois pas très éloignés des métropoles. Il y a des maires, le président de l'association des maires du département de l'Ain, à 50 km de Lyon, vous avez des maires qui sont perdus. Parce qu'ils ont de plus en plus de gens qui viennent travailler ici à la métropole, qui demandent des services aux communes qui sont des services quasiment urbains. On veut des crèches, on veut des actes garderies, on veut des équipements sociaux, on veut des équipements culturels, parce qu'on vit en ville, on vit dans une métropole, on y travaille, et puis quand on vient résider chez soi, mais on veut ces services-là. Qui plus est, ces services, on les connaît, parce qu'il y a une communication, dès qu'il s'en craint quelque part, à titre expérimental, le maire le fait savoir, tout le monde sait que ces services existent, et tout le monde veut y accéder. Bien, nous pensons, nous, que le rôle de la région, il est là. Et c'est ce que nous, c'est ma conclusion, je peux être trop long, c'est ce que nous aimerions discuter avec la métropole. La métropole, elle a des responsabilités qui relèvent de ses fonctions supérieures urbaines. Il y a une expression que j'aime beaucoup, je crois qu'il y a aussi des fonctions supérieures rurales. La France a besoin de ces espaces ruraux, ne serait-ce pour les questions environnementales, de production d'oxygène, d'alimentation. C'est une fonction supérieure. Comment faire en sorte que cette fonction supérieure rurale, si on peut dire, soit mieux prise en compte par la fonction supérieure urbaine? C'est à la région, à mon avis, à notre avis, de servir d'intermédiaire et de faire en sorte que cette articulation entre des territoires aussi disparates soit la plus harmonieuse possible. Merci beaucoup pour cet exposé extrêmement clair, dynamique, qui nous permet, en tout cas, j'ai trouvé que l'articulation métropole-région dans votre exposé s'éclaircissait, puisque vous appelez de vos voeux finalement une meilleure articulation en disant que la région a une capacité finalement d'articuler les solidarités dans un espace territorial que n'a pas la métropole, qui a une capacité d'intégration sur un espace territorial qui est restreint, celui de la métropole. Donc c'est une piste de réflexion tout à fait intéressante. En tout cas, donc, merci beaucoup pour ceux qui ne connaîtraient pas bien la région Auvergne-Rhône-Alpes. Vous avez rappelé l'importance 7e en Europe par le PIB, deuxième région française. Vous avez également rappelé que la puissance de la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est le terreau économique ancien qui en fait la richesse, avec cette interrogation intéressante sur, lorsque vous indiquez les stratégies, non pas les incertitudes, mais en tout cas les interrogations pour les stratégies d'orientation future. Faut-il aller vers le digital, faut-il aller vers d'autres éléments. Je retiens vos mots de la fin sur les outils. L'agence développement, j'ai pensé, vous parlez du partage des compétences que vous souhaitez plus large avec l'État. L'État, il a une agence développement, vous concevez la vôtre, c'est intéressant. Et puis, vous parlez des indicateurs, donc c'est le moment d'articuler avec le propos qui va suivre, celui de Jean-François Monteil, président de la Chambre régionale des comptes de Nouvelle-Aquitaine, qui va livrer ses réflexions sur l'évaluation
de la gestion des nouvelles régions. Merci Madame. Le fait de parler en dernier me permettra d'être bref, étant donné la qualité des propos des précédents intervenants, et m'y incite aussi puisque j'ai choisi, tout en m'exprimant bien entendu en tant que président de la Chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine, d'adopter ce qui est de coutume dans un colloque de cette nature, un propos libre qui n'engagera que moi et non pas la juridiction que j'ai l'honneur de présider. Et du coup, je serai amené, pour pouvoir rester bref, à avoir quelques propos qui seront forcément un peu cursifs, voire caricaturaux, enfin j'espère pas trop, et qui mériteront du coup qu'on puisse échanger à l'issue. En tout cas, je le souhaite. Alors, la loi NOTRe, dont il a été beaucoup question, parle aussi des chambres régionales des comptes. On le fait notamment pour rappeler, enfin pour mettre en place un dispositif qui accentue le suivi de nos recommandations. Je ne vais pas développer ce point, mais je l'utilise simplement pour vous dire que ça nous a amené, avec l'ensemble des juridictions financières, à réfléchir et à formaliser un certain nombre d'aspects qui étaient évidemment déjà présents dans notre conception de nos travaux, mais qui ont été un peu plus précisés. Et notamment à établir, on va mieux formaliser une distinction entre nos observations, entre celles qui relèvent de la régularité et celles qui relèvent de la performance. Alors c'est assez simple. Est-ce qu'on respecte les règles? C'est la première question, celle de la régularité. Et une fois qu'on a respecté les règles, est-ce que ce que l'on fait, ce que font les collectivités, qui sont notre cible principale, si je puis dire, est-ce que ce qu'elles font fonctionne bien? C'est sur cette distinction que je vais m'appuyer pour essayer de tracer brièvement ce que peuvent être, à mon sens, les axes de réflexion des juridictions financières sur l'évaluation de la gestion des nouvelles régions, en m'appuyant évidemment sur ce qu'elles ont de nouveau, et en me concentrant sur leur action en matière économique, puisque c'est notre propos du jour. Je le précise parce que s'il s'agissait d'autres domaines de leur intervention, mes propos seraient certainement différents. Alors commençons peut-être par la question de la régularité. Je le disais, je vais pouvoir aller assez vite, puisque quand on réfléchit à la question de la régularité en matière d'intervention économique, finalement le principal sujet qui nous vient aujourd'hui, à l'issue de l'acte 3 de la décentralisation, a été abondamment commenté par M. Catteau, c'est celui de l'enchevêtrement des compétences pour rester dans un niveau de langue poli. Je mentionne juste deux points parce que j'aime bien en revenir aux tables de la loi pour essayer de comprendre ce que sont les enchevêtrements de compétences. Il est possible et même précieux de se référer au tableau que j'aime beaucoup, qui a été effectué par la DGCL, sur la répartition des compétences entre 4 niveaux d'administration, l'État, les régions, les départements, les communes. Je ne distingue même pas les intercommunalités. Et ligne par ligne, la DGCL essaie de regarder en faisant un tableau croisé. Il y a des colonnes pour chaque niveau de collectivité, puis il y a des lignes pour chaque compétence. Il doit y avoir une quarantaine de lignes. Et c'est toujours la conclusion à laquelle on arrive aisément. Il y a une seule ligne pour laquelle il n'y a qu'une seule colonne qui est cochée. Il y a une forte simplification visant à faire en sorte qu'il n'y ait pas, tant qu'à faire, trop de niveau de collectivité qui s'intéresse à tous les sujets, à marcher dans un cas, c'est les opérations funéraires. Pour tout le reste, il y a rarement 2, généralement 3 et souvent 4 niveaux d'intervention. Et encore une fois, on n'a pas la distinction entre communes et intercommunalité, et on n'a pas évidemment le niveau européen qui vient se surajouter à tout ça, notamment d'ailleurs en matière d'action économique. Alors, qu'est-ce qui se passe sur la ligne action économique? Elle est vide, puisque la DGCL, dans sa grande sagesse, renvoie à 2 textes, dont 2 textes qui sont des circulaires, et qui ont pour objet de préciser la répartition des compétences en matière économique. Alors, le premier, c'est pas exactement ça son sujet, le deuxième, il s'intitule comme ça. Répartition des compétences à l'issue des diverses lois, notamment nôtres, en matière d'action économique. Eh bien, ce texte fait 69 pages, ce qui me dispense de plus amples commentaires. Il comporte 14 fiches, dont je ne vais pas vous mettre au défi, il n'y a ici que des gens avertis de les connaître toutes, ou même simplement de les comprendre, mais enfin, en tout cas, elles sont 14 et elles font 69 pages. Ça me suffit, moi, pour apporter une appréciation sur ce qui a été qualifié, je crois que
encore, on peut utiliser le mot d'échec dans la simplification de la répartition des compétences. Donc, si nous, juridiction financière, on s'intéresse à l'action économique sur le plan de la régularité, un de nos angles d'attaque évident sera celui-ci. On pourrait imaginer qu'il soit un peu simplifié en ce qui concerne les régions, puisque effectivement, la loi NOTRe dit des choses, enfin, dans sa partie propagande, on nous explique que la loi NOTRe a renforcé les compétences des régions en matière d'action économique. Je ne reviens pas sur ce qui a été dit là-dessus, effectivement, en particulier d'ailleurs par le président Blanc. Ce renforcement consiste essentiellement en un isolement relatif de la région sur ce champ de compétences, puisque d'autres niveaux de collectivité peuvent à nouveau intervenir. On parlera cet après-midi beaucoup des métropoles, et puis en l'élaboration d'un schéma régional de développement économique, etc. Je ne suis pas certain que nous allons nous faire porter d'immenses efforts de contrôle sur ce schéma régional, hormis évidemment pour la partie qui est un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu coercitive dans ce schéma régional, et qui amène à vérifier que oui, certaines des interventions d'autres niveaux de collectivité peut-être se conforment bien ou pas bien au schéma régional en question. Je passe sur cet aspect. Je voudrais revenir sur un autre auquel m'incite finalement l'introduction du professeur Bouvier, qui est un bref retour en arrière et auquel moi j'attache beaucoup d'importance sur ce dont nous parlons. C'est quoi finalement la régularité en matière d'intervention économique si on regarde ce qui se passait avant les 40 années de bouleversement qu'évoquait Michel Bouvier? Reportons-nous 40 ans en arrière. C'est certainement pas à un président de juridiction financière qu'on aurait demandé de parler de régularité des interventions économiques des collectivités territoriales, mais bien à un juge administratif, puisque la question de la régularité, c'est comme ça qu'elle se posait très clairement, et non pas d'ailleurs sur des sujets de répartition fine des compétences entre 4 ou 27 niveaux d'administration, mais bien plutôt sur des questions d'opportunité de cette intervention économique. Il y a 40 ans, la question qu'on se posait, ce n'était pas de savoir s'il fallait que ce soit un tel ou un tel qui intervienne, mais si cette intervention était opportune. Et évidemment, grâce à l'action conjuguée tout d'abord de la jurisprudence administrative, mais enfin, elle n'intervient jamais toute seule, mais aussi de l'État, eh bien, on est passé d'une idée où, finalement, assez simplement, il n'y avait pas beaucoup de raisons pour que la puissance publique intervienne en matière d'économie, à progressivement la nécessité de pallier la carence de l'initiative privée. C'est le début, on commence à mettre un doigt. C'est toujours ce qui se passe quand on met un doigt dans un engrenage. Ensuite, on passe de la carence de l'initiative privée à la notion d'intérêt public local. Puis ensuite interviennent les lois de décentralisation. Et puis là, avec des clauses de compétences générales attribuées à tout le monde, eh bien c'est, encore j'essaie de rester dans un niveau de langue poli, c'est l'explosion de sang fleur. Et du coup, c'est intéressant de remarquer que la compétence, en particulier des régions, mais de tous les niveaux de collectivité en matière d'action économique, elle commence par cette clause de compétence générale. C'est à ce titre, au titre de la compétence générale, que les régions, conjointement avec l'État et tous les autres, peuvent intervenir en matière économique. Donc encore une fois, si on se reporte 40 ans en arrière, ben, le constat que moi je fais, mais encore une fois, vous comprenez que je vais vite afin de susciter le débat, et ben, le constat que je fais, c'est qu'il y a 40 ans, il n'y en avait pas ou presque. Alors il est vrai qu'à l'époque, le chômage était inférieur à 5% et les budgets étaient équilibrés, les budgets publics. On comprend que l'État ait choisi de remédier à cette situation catastrophique en développant tous azimuts l'intervention économique de tout le monde. Et on a vu le résultat. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, j'avais presque envie d'intituler mon intervention « Contrôler la gestion des nouvelles régions, mais on pourrait le dire de l'ensemble des collectivités et de la puissance publique, en matière d'intervention économique devrait amener à ne pas confondre la forêt de la complexité avec l'arbre de l'utilité au final de cette intervention. » Voilà pour la partie régularité, encore une fois à grands traits. Alors, quid de la performance? Qu'est-ce que nous allons essayer de regarder dans ce nouveau contexte sur la performance de la gestion des nouvelles régions en matière d'action économique? Et je voudrais dire que ça n'est pas si facile. Commençons par ça. D'abord, inutile de le rappeler là encore, notre appréciation de la performance, elle existe.
mais elle est, pour ce qui concerne les chambres régionales des comptes, assez étroitement limitée par l'interdit formel qui nous est fait d'évoquer quoi que ce soit qui puisse ressembler à un jugement sur l'opportunité des décisions politiques. Très important. Ça veut dire qu'on peut essayer d'aborder la performance, on le fait, mais attention, pas de question d'opportunité. Donc, lorsque j'évoque dans mon premier point cet aspect de jugement porté finalement sur est-ce que les choses se passeraient de la même façon si, par exemple, tel règlement d'aide direct aux entreprises n'existait pas, on voit bien qu'on est à la frange, peut-être même un petit peu au-delà. C'est difficile de porter un jugement là-dessus. Ça me paraît pourtant moi, être une question fondamentale. Donc première limite à notre action, celle-ci, pas de jugement sur l'opportunité. Deuxième limite, j'étais très sensible à ce que disait le président Blanc sur la question des indicateurs. Quand on parle d'évaluation, alors sans faire de la glose trop intensément, l'évaluation, ça fait référence à des évaluations de politique publique. Et là non plus, les chambres régionales des comptes n'ont pas la possibilité de faire des évaluations de politique publique. Alors, grâce à la Cour des comptes, on avance un tout petit peu dans ce sens-là, y compris par l'intermédiaire de moyens qui sont à la main de la Cour des comptes, de formation interjuridiction. Christian Martin, ici présent, le sait bien. Et nous pouvons commencer à participer à des évaluations de politique publique nationales. Et au titre de nos compétences de juridiction financière de Chambre régionale des comptes, nous pouvons participer à ça. Mais aujourd'hui, si on avait l'idée d'essayer de porter une appréciation de type évaluation de politique publique sur une politique régionale en matière d'action économique, là, je pense que juridiquement, ce serait très très compliqué, pour ne pas dire impossible. Et par ailleurs, surtout là j'en viens à la question de l'impact, c'est très compliqué aussi de mesurer l'impact d'une telle politique. Quand on regarde ce que sont les normes, si elles existent, ce qui n'est pas tout à fait sûr, enfin, ce que sont les ébauches de normes en matière internationale sur les évaluations de politique publique. Pour mesurer l'impact, il faut obéir à des conditions de méthode qui sont strictes, il faut avoir des critères de taille de ces politiques, et puis il faut surtout pouvoir faire des essais, en tout cas des analyses qui permettent d'isoler la politique publique en question pour identifier ce que sont ses effets. Qu'est-ce qui se passerait si elle n'existait pas? Toujours la même question. En matière d'action économique, c'est évidemment très compliqué. Qui peut dire si, là encore, un règlement d'aide, l'existence d'une agence de développement est pour cause fondamentale, déterminante, accessoire, superflue dans telle ou telle évolution de grandes données économiques qui permettent d'apprécier les résultats. C'est pour ça que je suis évidemment extrêmement intéressé par des travaux qui seront faits par les conseils régionaux sur ces indicateurs d'impact. Ce sera évidemment quelque chose que nous regarderons forcément beaucoup. Deuxième point que je veux développer aussi sur cette analyse de la performance, là encore, prenons un tout petit peu de distance. De quoi parlons-nous? Et là, je vais à nouveau rejoindre ce qu'évoquait, y compris entre les lignes, le président Blanc. Revenons à quelques chiffres, là encore beaucoup trop simplifiés. Mais le budget des Länder allemands, c'est 300 milliards d'euros. Le budget des régions françaises, c'est 30 milliards d'euros. À l'intérieur du budget des régions françaises, l'action économique, c'est en dessous de 10%, entre 7 et 10%. C'est 7% gouvernemental. Voilà, ça doit être autour de 7%. Donc on va tourner autour de quelque chose qui se situe entre 2 et 3 milliards d'euros pour l'action économique des régions. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'y intéresser. En ces temps de disette budgétaire, 3 milliards d'euros, il faut les trouver. Mais enfin, relativisons quand même ces aspects d'impact de l'action économique des régions. Et relativisons-le d'autant plus que, comme vous l'avez dit, Monsieur le Président, définir des priorités avec des montants aussi peu élevés, c'est très compliqué. J'en viens à quelques éléments, sans m'avancer trop, vous comprendrez, sur ce que pourrait être la situation d'une autre région, Nouvelle-Aquitaine. Alors là, le contexte est un peu différent. La population est évidemment moindre que celle de Auvergne-Rhône-Alpes, plutôt autour de 5 millions. Le territoire est beaucoup plus vaste. Ça amène, là encore, à se poser quelques questions sur la cohérence d'ensemble des réformes de l'acte 3 de la décentralisation. En effet, sur cette question-là, par exemple, de l'action économique,
quelle est la cohérence territoriale de ce territoire? Quelle est la cohérence économique de ce territoire? Est-ce qu'on peut raisonnablement imaginer que, avec toute leur légitimité, les élus de ce territoire peuvent définir une approche cohérente sur le plan de l'action économique sur ce territoire? Si on résume à grands traits, et c'est le moins légitime pour le faire, mais c'est des choses qui sont connues, eh ben, la Nouvelle-Aquitaine, c'est 12 départements, il y en a 5 qui sont riches et vont le rester, c'est le littoral. Il y en a 7 qui sont pauvres et vont probablement s'appauvrir. En matière économique, comme en matière de budget des collectivités départementales, les choses se rejoignent assez bien. Si on parle de métropole, comme vous le ferez cet après-midi, il y en a une. Et elle aspire beaucoup de choses. C'est quoi, dans cette perspective, une politique de développement économique régional? Favoriser ceux qui sont dans la difficulté, donc se priver de la possibilité de mener des politiques publiques qui auraient des résultats affichables. Dans ces cas-là, quand on va regarder l'impact, que va-t-il se passer? Moi, je ne sais pas aujourd'hui comment on peut construire une politique publique régionale qui ne soit pas opposée à la politique métropolitaine dans cette perspective-là. En tout cas, si on réfléchit en matière d'aménagement du territoire. Je fais évidemment confiance aux élus locaux pour trouver les voies de cette cohérence. Et je dois dire que les législations successives ne leur ont pas facilité la tâche. Je terminerai par un dernier point. Alors, finalement, il y aura peut-être un juge de paix à tout ça. C'est-à-dire qu'une fois que nous, on aura regardé la régularité dans les conditions compliquées que je vous ai dites, on aura essayé de porter une appréciation sur la performance de ces politiques régionales dans les nouvelles régions fusionnées. Je n'ai pas évoqué la question de la fusion, j'aurais pu le faire. C'est notre point de départ actuellement dans l'analyse qu'on essaie de faire de la collectivité régionale Nouvelle-Aquitaine. Et une fois qu'on aura fait tout ça, le juge de paix, ce sera la soutenabilité. Puisque, là encore, le président Blanc l'a rappelé, il n'est pas inintéressant de constater que la première difficulté du nouveau gouvernement en matière d'organisation, ou plutôt comment faire vivre cette nouvelle organisation territoriale après l'acte 3. La première difficulté, elle est financière. Elle a conduit au départ des régions de la Conférence nationale des territoires et elle se porte justement sur un fonds de 450 millions d'euros. Donc j'observe avec intérêt que si on fait un calcul à la va-vite, il correspond à peu près à ce que représenterait la part de l'action économique dans les 13 milliards des régions, dans les 13 milliards d'économies qui sont attendues des collectivités territoriales à la fin du quinquennat. Donc finalement, c'est peut-être là qu'on peut trouver une cohérence de la part du gouvernement. Voilà, il a tapé, en supprimant ce fonds, sur quelque chose qui représente à peu près ça. Mais au bout du compte, est-ce que ceci est cohérent avec la réaffirmation, je cite encore l'exposé des motifs, les conférences de presse, les débats d'hiver, avec l'affirmation du développement du rôle des régions en matière d'action économique? Ça me donne évidemment envie d'en revenir au premier point, c'est-à-dire qu'il y a 40 ans, on ne se posait pas la question de la même façon. Merci, Monsieur Montel, pour ces propos. J'ai senti une certaine amertume, une sévérité. En tout cas, finalement, pour vous, si on suit bien, en tout cas c'est ce que j'ai compris, votre sujet c'était l'évaluation de la nouvelle gestion de la région, et vous mettez l'accent sur le problème de la cohérence économique de la nouvelle carte régionale, en vous interrogeant sur, au fond, quelle est la pertinence dans ce cadre-là. Et vous avez pris l'exemple de votre région, effectivement, que je connais bien, qui a des contrastes économiques extrêmement importants. Ils ne sont peut-être pas tout à fait le même cas que la région Auvergne-Rhône-Alpes. La région Nouvelle-Aquitaine, effectivement, rassemble des territoires très pauvres et puis un littoral qui, lui, se porte pas mal, en tout cas, qui a la tête hors de l'eau. Et donc, votre réflexion, c'est réfléchissant d'abord sur la cohérence économique de la nouvelle carte régionale, sachant que, comme vous l'avez dit, le principe de réalité, au bout du compte, c'est les finances, la question de la soutenabilité, et c'est par là, si j'ai bien compris votre raisonnement,
c'est à partir des finances qu'on fait ordonner une réflexion de réorganisation à la fois des cartes territoriales, évidemment des compétences et des moyens. En tout cas, merci beaucoup pour cette réflexion. Grâce à la discipline de chacun de nos intervenants, que je remercie très chaleureusement, nous avons un petit espace de discussion qui est possible. Donc, Président Martin. Christian Martin, président de la section. Oui, merci beaucoup. Je voudrais poser une question au président Étienne Blanc sur le rôle de responsable des régions en termes de développement économique et non pas le rôle de chef de file. Je trouve que cette progression est enterrée un peu rapidement, a priori, se rendant compte des difficultés qui sont devant nous. Je voudrais vous poser une question précise sur ce qui va venir en matière concernant la compétence des régions pour fixer les régimes d'aide aux entreprises. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des difficultés de coordination dans l'élaboration des schémas régionaux de développement économique. La métropole a fait le sien, la région, à une échelle forcément plus vaste, a également fait le sien, mais à un moment donné, il va falloir en parler des choses concrètes, c'est-à-dire quels sont les outils d'aide aux entreprises. Les priorités dans ces schémas sont nécessairement vagues, même s'il faut en définir, des priorités stratégiques, mais il va falloir ensuite que la fixation des régimes d'aide, qui existent déjà, qu'il va falloir harmoniser, soit la traduction concrète de ces priorités. Quand on regarde les textes, la loi, c'est vrai, n'est pas très claire. Il a fallu que le gouvernement prenne des circulaires, des circulaires de Noël pour essayer de mettre un peu de lumière et d'intelligibilité dans tout ça. Tout à l'heure, Damien Catteau en parlait. Moi, quand je regarde l'une de ces circulaires, précisément sur le sujet, qui là-dessus définit, en tout cas, clarifie des règles, on voit quand même très très simplement que la région est compétente pour les aides de droit commun aux entreprises qui se créent, aux extensions d'activités économiques. Donc, c'est clairement la région de plein droit, c'est dit comme ça. Les métropoles, l'intervention possible, mais en complément de la région, vous savez bien. Les entreprises en difficulté, même chose. La région en compétence de droit, c'est elle qui définit, qui fixe les régimes d'aide. La métropole en complément. Pour l'immobilier d'entreprise, qui est quand même également important, parce que c'est comme ça qu'on installe les activités nouvelles, c'est l'inverse. Les métropoles ont les compétences des EPCI, pas les autres, parce que cette métropole est sui generis, mais les compétences reconnues aux EPCI. Donc concrètement, comment ça va se passer? Comment allez-vous faire, sachant que on voit bien également que les délibérations à prendre disent que pour la région qui définit les régimes d'aide, c'est le type d'entreprise bénéficiaire, les secteurs d'activité économique concernés, les zones géographiques, donc dire au sein, sur le territoire de la métropole, voilà moi, région, ce que je définis comme régime d'aide. Donc aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une stratégie d'évitement du conflit qui peut permettre de temporiser. Bon, il va bien falloir que vous parliez entre région et métropole et que si la loi est appliquée, et il me semble que l'État, son représentant, est là quand même pour faire respecter la loi, et bien que la parole de la région, concernant le régime d'aide sur le territoire de la métropole, la parole de la région emporte. C'est évidemment le sujet essentiel de nos discussions avec la métropole. Alors on a un problème particulier, c'est que le regroupement Auvergne et Rhône-Alpes provoque le voisinage de dispositifs complètement différents dans deux régions qui avaient des priorités complètement différentes. Sur un certain nombre de sujets comme l'international, par exemple, il n'y a rien à voir. Donc la difficulté s'accroît encore de ce fait. Alors comment est-ce que nous allons nous y prendre? Ce que nous avons voulu, c'est que l'agence que nous avons créée, comme j'ai indiqué tout à l'heure, dont un des objectifs sera de mettre à disposition de chaque entreprise, petite, très importante comme individuelle, un interlocuteur dédié, que cette agence nous permette de faire un inventaire et de bien comprendre la situation de nos entreprises. Deuxième chose que nous disons, c'est une banalité, il y a des entreprises qui n'ont pas besoin d'aide, mais elles les demandent quand même. Donc, évaluer tout cela, bien comprendre ce qui relève
de l'opportunité et ce qui relève de l'intérêt public. Donc une remontée d'informations de l'agence et ensuite au niveau régional, dans nos instances politiques, des choix politiques au regard de ces informations que nous avons reçues. Et puis troisièmement, il faudra que nous posions des critères. Alors je l'ai indiqué tout à l'heure, à la fin de mon propos notamment, un des critères, c'est la couverture de l'ensemble du territoire régional par des activités économiques qui sont des activités économiques porteuses. Moi, je me souviens d'un texte qui avait été écrit à l'époque par Raymond Barre, qui était allé en Allemagne et qui est allé en train. Et il avait dit ce qui m'a frappé, quelle était son impression, il était parti de Lyon d'ailleurs. Il dit ce qui m'a frappé, c'est que, il est allé à l'est de l'Allemagne, il dit sur ce territoire, dans des endroits les plus improbables, proches de petits villages, on trouve de très très belles entreprises. Eh bien ça sera un de nos critères de choix. Comment faire en sorte que l'activité économique ne se concentre pas sur la métropole et qu'elle puisse irriguer l'ensemble du territoire régional? Ça veut dire, pour être clair, que la même activité économique, dans le même registre, doit être aidée de manière accompagnée, de manière complètement différenciée entre la métropole et les secteurs autres que la métropole. Pour nous, ça sera un des critères essentiels. La couverture de l'ensemble du territoire régional par des activités économiques puissantes. Puis après, on arrêtera ces critères. Comment porter les fleurons de la région Auvergne-Rhône-Alpes. On a un certain nombre de fleurons qui ont besoin d'accompagnement, notamment sur le soutien aux investissements industriels, qui s'amortissent difficilement s'il n'y a pas d'aide publique. Alors là encore, il faudra différencier les choses, s'ils sont en métropole ou s'ils sont en dehors de la métropole. Là, pour répondre très précisément à votre question, je crois que là, il y a un besoin d'études, il y a un besoin d'inventaire très complet. Je suis frappé de voir d'ailleurs que ça n'existe pas tellement, ça, pour l'instant, dans les cartons. Je crois que là, beaucoup de choses sont à faire, et l'agence, à mon avis, sera un bon outil. Oui, bonjour, Marc Camus, je suis maire, commissaire aux comptes, vice-président du Grand Clermont, donc région de la Rhône-Alpes. Ma question s'adresse aussi bien à M. Catteau et peut-être au président Blanc. On a évoqué largement ce matin les aspects de compétences et notamment en matière territoriale. On a parlé de développement en archipel, j'ai entendu quelque chose que j'entends souvent, y compris sur mon territoire. On parle même de développement des pointages d'huile. Je reviendrai sur le propos finalement du président Blanc, mais ça rejoint aussi l'aspect d'exposition sur les compétences. C'est toute la problématique et les notions qui n'ont peut-être pas été suffisamment évoquées ce matin de mutualisation, de coopération. Mutualisation, coopération, qui sont inscrites aussi quelque part dans les textes, si on regarde bien, et qui rejoint également l'aspect coordination, je rajoute encore un terme, entre espace rural et espace urbain. Je ne prendrai qu'un exemple qui touche directement le territoire sur lequel je suis investi. Quand on parle par exemple d'autonomie alimentaire, et ça rejoint aussi tout un aspect de développement économique et développement de certaines filières, comment peut-on effectivement engendrer des coopérations entre une métropole, une future métropole, en tout cas pour ce qui concerne Clermont, et les territoires ruraux sur des projets ou sur des développements qui sont, à mon sens, vitaux, surtout en regard, alors là on peut élargir le propos, et aux 20 ou 30 ans qui viennent, sur les ressources, le partage des ressources, la consommation des ressources. N'oublions pas que nous sommes sur des ressources avec une finitude certaine, ça a été évoqué dans le propos de départ. Comment fait-on pour prendre en compte ces considérations, ces enjeux de demain, au travers des différentes compétences? Je sais bien que la réponse n'est pas facile, mais merci d'avance du propos. La question étant sur la coopération entre métropole et territoire ruraux, je pense que le président Blanc pourrait répondre sur la coopération entre la région et les territoires ruraux pour laquelle il a plaidé en ce sens. Oui, territoires ruraux et territoires